Dans l'actualité, la flottille qui se dirige actuellement vers Gaza pour briser le blocus israélien semble perdre toutes ses têtes de proue depuis plusieurs semaines, André. Oui, on ne sait pas ce qui se passe, c'est intéressant. Donc cette flottille, effectivement, était là pour apporter une aide humanitaire aux Gazaouis et puis pour briser, en tout cas entamer et briser le blocus israélien. Et alors, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, il y a eu incontestablement une rupture entre les LGBT et les Queers for Palestine et d'autres leaders, notamment islamistes, qui disaient non, on peut pas avoir les LGBT. Déjà en Tunisie, il y a eu déjà une fracture assez forte, effectivement, entre deux groupes qui n'avaient pas vraiment la même idéologie, sauf pour dire que voilà, Israël génocide, etc. Mais il y a eu aussi Greta Thunberg, vous savez, la passionnariat à l'époque, ce n'est plus la même chose de l'écologie. How dare you? Bon, elle est partie. Bon, l'actrice Adèle Haenel, qui avait rejoint donc le Global Summit Floria, elle dit, je me retrouve à devoir quitter la mission maritime suite au fait que le moteur du bateau sur lequel j'étais a cassé. Bon, mais elle reste évidemment solidaire, Adèle Haenel. Et puis voilà, il y a eu des avaries, etc. Rima Hassan a été acquis sur un autre bateau, la députée européenne, donc là tout va bien. Et puis alors, il y a eu quand même le député LFI Thomas Porte. Alors Thomas Porte, c'est intéressant parce qu'il a déclaré, Thomas Porte, qu'il quittait en fonction de raisons personnelles, et familiales. Voilà. Alors, donc, il a des problèmes de famille. Mais alors, je ne savais pas que la famille de Thomas Porte était libanaise, puisqu'on le retrouve au Liban. On le retrouve au Liban où il est depuis une semaine, en tout cas, il était encore hier, depuis une semaine, où il visitait les camps palestiniens, les leaders du FPLP, du FLP, etc. Il se montre en photo, avec Georges Ibrahim Abdallah, qui vient d'être sorti de prison, très bien. Alors, on voudrait savoir, est-ce que ce sont des raisons personnelles ou familiales, ou est-ce que ce sont des raisons politiques et idéologiques? Simplement, Thomas Porte, vous avez tout à fait le droit, et vous faites ce que vous voulez, d'aller au Liban ou ailleurs, mais ne dites pas que vous quittez la flottille pour des raisons personnelles et familiales. Pourquoi vous avez quitté la flottille? Parce que, à un moment donné, vous aviez peur d'être arraisonné, ou je ne sais pas. Écoutez, l'antenne vous est ouverte, si vous avez envie de téléphoner, 0826 300 300, vous avez l'antenne absolument. Mais on voudrait comprendre pourquoi vous avez donné ces raisons-là, et pas des raisons en disant, je vais voir les camps palestiniens au Liban, ce qui est votre droit le plus strict. En tout cas, voilà, la flottille continue son chemin. Simplement, alors c'est une question qu'on pourrait poser, est-ce que l'accord qui a été, encore une fois, signé, en tout cas, entre un certain nombre de pays arabes, Israël, sous l'égide de Donald Trump, on attend la réponse du Hamas, effectivement, est-ce que cet accord de paix, ou en tout cas de cessez-le-feu, ou en tout cas de trêve, on verra dans quelle catégorie appartiendra cet accord, est-ce que ça va changer la donne ou pas, on verra bien, mais encore une fois, transparence, flotte, petit bateau, flotte. Et puis même si les universités d'été de la France Insoumise ont eu lieu à la fin du mois d'août, il n'est jamais trop tard pour découvrir des pépites insoupçonnées dans les retransmissions de certaines rencontres. C'est Boulevard Voltaire qui a mis le grappin dessus. Oui, c'est intéressant, effectivement, on a vu ça dans Boulevard Voltaire. Bon, toutes les universités l'été, les partis politiques, la France Insoumise et tous les autres ont fait de grands meetings, des entretiens, des concerts, des spectacles et des tables rondes thématiques. Et l'une d'entre elles, effectivement, on a eu le sonore. Alors là, c'était une conférence intitulée « Les visages internationaux de l'extrême droite ». Évidemment, toujours l'extrême droite, ce pelé, ce galeux, d'où vient tout le mal, le grand Satan, il faut le dire, était donc animé par le député du Vaucluse, Raphaël Arnaud. Et alors, une vidéo... On entend un homme, encore une fois, ça n'incrimine. Si quelqu'un parle et c'est un participant, ça ne veut pas dire que ça incrimine tout le temps. Mais ça montre quand même une certaine manière d'envisager les choses. Donc, il y a cette discussion et cet homme qui était dans l'auditoire, voici ce qu'il dit. Écoutez. Et toute la pensée religieuse revient à fond et que si on occulte l'influence de la religion sur tout ce qui se passe. On parle de l'Inde, en fait, mais on parle aussi
on parle de l'islamisme, mais en fait, le pire fléau aujourd'hui, c'est le christianisme, en fait. Ce sont les chrétiens qui sont les plus puissants et qui mènent la politique la plus inhumaine qui soit. Alors, le fléau, dit cet auditeur, dit ce spectateur, ce participant à la table ronde, c'est le christianisme. Ah, écoutez, le fléau, c'est vraiment le principal. Il mène la politique la plus inhumaine qui soit. Alors, il y avait une chercheuse à l'IRIS qui était là, spécialiste de l'Inde. Elle dit, le problème n'est pas la religion, elle répond, l'utilisation politique du religieux, oui, c'est certes, il est là le problème, c'est pas la religion, c'est l'utilisation politique du religieux. Mais elle dit, voilà, les bouddhistes, elle parle des hindouistes, etc. Mais je voudrais dire à cette personne, quand même, rétorquer à cette personne, parce qu'on lui a pas rétorqué, Là, on a écouté le sonore, il n'y a pas de réponse. Faudrait dire simplement quelques chiffres, on va pas en donner 25, on pourrait passer l'émission pendant 2 heures. Sur la christianophobie, combien de milliers de chrétiens ont été massacrés au Nigeria depuis janvier? 5 à 10 000. Combien? Et des centaines de milliers avant. Boko Haram, etc. Combien vraiment de chrétiens massacrés? Les chrétiens irakiens, les chrétiens de partout. En Syrie, il y a 20 ans encore, 25 ans, 2 millions de chrétiens, il n'y en a plus que 300 000. Or, on constate que la religion la plus persécutée au monde aujourd'hui, et de loin, c'est la religion chrétienne. 380 millions de chrétiens dans le monde subissent des niveaux élevés de persécution, de discrimination en raison de leur foi. Je rappelle quand même, et c'était sur les rivages de Gaza, et maintenant c'était en Égypte, les Assyriens, les Coptes, égorgés. Je ne parle pas du reste, égorgés en fonction de leur foi. Alors quand même dire que la religion qui fait le plus de dégâts au monde aujourd'hui, c'est le christianisme. Il faut quand même savoir de quoi on parle, comment on parle et de quelle façon on peut dire ces choses. Vraiment, il y a, encore une fois, là je l'ai dit, des coups de pied occultes qui se perdent. C'est pas possible, si vous voulez, c'est pas possible comme ça de masquer les méfaits des uns ou les crimes des uns pour absolument insister et souligner les crimes des autres. Moi, je voudrais vraiment qu'on fasse des statistiques sur aujourd'hui combien de chrétiens assassinent et tuent en fonction de la religion d'autres non-chrétiens et combien de chrétiens, encore une fois, je le dis, sont persécutés, massacrés, volatilisés, absolument invisibilisés en raison de leur foi. Je crois vraiment que ça vaut le coup de revenir aux faits, aux chiffres et surtout au réel. Et on aura sans doute l'occasion d'en parler un petit peu avec Benjamin Blanchard demain, qui est président de SOS Chrétiens d'Orient, qui sera là à midi. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Un sujet un peu plus léger, André. Je ne sais pas quel est votre niveau en anglais. Oh, well, I think I'm speaking very well. Alors, je me débrouille. Bon, moi, c'est catastrophique. Ouais. Et je me suis rassurée en tombant sur cette performance linguistique. Écoutez. And not just in the neighborhood who I had more social housing, but in neighborhood where living rich people. It was not so easy. Fabuleux. Alors vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui espère postuler après son triomphe pendant 12 ans à la mairie de Paris, où elle a fait quand même des choses extraordinaires, il faut bien le dire. Paris a changé, dans quel sens, je ne le soulignerai pas. Et elle postule un poste à l'ONU, paraît-il, ou dans une organisation internationale, je ne sais pas l'UNESCO. Je crois, Anne Hidalgo, que vous auriez intérêt à prendre des cours accélérés de prononciation et d'anglais. Parce que My Taylor is rich and the rich people are in the neighborhood and the neighborhood is very difficult. This is something that you must learn a little more. My dear Anne Hidalgo. Vous venez de nous créer une perle, là. Vous venez de nous créer une perle, André. Ah non, mais c'est fabuleux quand même. Je veux dire, My Taylor, d'ailleurs, je me rappelle, on l'a pas ici, tiens, on aurait dû sortir Julien, j'aurais dû vous dire,
de sortir le sonore. Il y a quelques années, elle avait reçu Sadiq Khan, le maire de Londres. C'était extraordinaire. Il parlait de oh my God, oh, he is so vulgar, my God, he is so vulgar. No, it's not possible, my God. Alors, elle savait dire my God, donc tous les 5 secondes, elle répétait my God. Et le Sadiq Khan, qui lui parle anglais quand même, en tant que maire de Londres, il connaît ça. C'était vraiment amusant. Donc, voilà. Et donc, écoutez, Anne Hidalgo, je sais que vous allez avoir un grand poste. Il n'est pas question qu'on perde quelqu'un de votre valeur, de votre intelligence, de votre culture et de votre sens aigu des faits. Donc, vous serez à l'UNESCO, à l'ONU ou ailleurs. Mais please go and to learn English, my Taylor Israel. OK? Et alors, comme on n'est pas vache et surtout pas sexiste, André, on vous remet la déclaration de François Hollande en 2016. C'est devenu un mème sur les réseaux. Tout le monde s'en souvient, savourez. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Alors ça, c'est formidable quand même, président de la République. Président de la République, en France, il fréquente quand même toutes les corps internationaux, les grandes réunions, etc. On lui demande pas, effectivement, encore une fois, mais enfin, comme Anne Hidalgo, il faudrait quand même... Et lui, c'est what you do for what you do, because I am a socialist, and my great enemy is the finance. Yes, he has not eyes, he has not a mouth, he has not a taste, but my great enemy is the finance, the devil, the great Satan, the finance. Intéressant, mais attendez, on va dire, voilà, comme d'habitude, vous attaquez la gauche. Et quelle gauche? On va parler aussi qu'un autre formidable, Nicolas Sarkozy. Écoutez, Nicolas Sarkozy, ex-président de la République, qui, lui, se débrouille pas mal en anglais. Écoutez. We will be happy to help you make money in France, and of course, to make some money with you. For us. Et la meilleure façon. Ah, that's very good. Et puis, il a raison, Sarkozy. D'abord, il parle de quoi? Il parle de monnaie. Allez. Bon, on va faire du fric avec vous, mais il faut que vous nous alliez aussi du fric. I am happy, we will make money with you. Voilà. Franchement, il y a un petit problème. Alors, non, il y en a qui parlent mieux anglais. Macron, quand même, se débrouille mieux que ça, et il faut le dire. Et puis, Dominique de Villepin, et puis d'autres, Mais c'est intéressant de voir, quand même, à ce niveau-là, l'anglais étant la langue mondiale, la lingua franca, comme on dit aujourd'hui, langue mondiale, on serait assez heureux qu'il se débrouille un tout petit peu mieux. Well, at least, my dear auditors of South Radio, South Radio, the radio of everybody, because we talk real. So, as we talk real, we will be very happy Allez, on va faire mot de tous. La prochaine émission sera en anglais complet. On fait ça, mais si vous êtes professeur d'anglais, que vous avez pitié d'André Berkoff actuellement, ou que vous souhaitez proposer vos cours, 0826 300 300, à tout de suite. On va rigoler, je me débrouille très bien. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Et une dernière avant votre grand entretien avec André Perrin. André, vous le savez, Donald Trump ne manque pas une occasion de railler son prédécesseur Joe Biden, et là il a fait fort. Oui, en fait, comme c'est une grande gueule, et quand je dis une grande gueule, c'est une litote, Donald Trump, il arrête pas. Regardez, il insulte les journalistes qui sont en conférence de presse avec lui en disant fake news, raconter n'importe quoi. Soit en quoi il n'a pas totalement tort pour tous, mais enfin, il exagère un peu, et puis, alors je ne dis pas sur ses opposants politiques, il les traite de tous les noms, président de la République ne devrait pas dire ça, n'est-ce pas? Et puis, alors, Joe Biden, n'en parlons pas. Évidemment, comme il a souffert sous l'occupation Biden, il faut le dire, mais on a essayé à la fois de le mettre en prison, de le tuer, de le ruiner, ils ont tout fait, ils ont tout fait. Et puis alors lui, il se venge, voilà, à sa manière, maintenant. Donc, il est allé quand même très loin, parce que la Maison-Blanche, vous savez, a dévoilé une galerie de portraits d'anciens présidents. Alors, il y a tous les présidents, depuis Jefferson, Lincoln, compagnie, Eisenhower, enfin, tous sont là. Et puis, on arrive devant le portrait, en principe, de Joe Biden, et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une photographie d'un autopen. Un autopen, c'est la machine à signer. Voilà, il y a juste un stylo autopen. Alors évidemment, il dit, mais comment? Il dit, comme on dit, il se dit que depuis, pendant
pratiquement tout son mandat, Biden était incapable et là, cognitivement, c'était vraiment pas le grand éclair, le grand flash. Donc, il y avait quelqu'un qui signait pour lui. Il y a une machine à signer que ses conseillers utilisaient. Voilà. Donc, le compte X de la présidence américaine a publié une vidéo montrant la succession des portraits en noir et blanc. Donc, voilà, une colonnade qui mène jusqu'au bureau ovale, et embellissement de plus à la Maison Blanche. Et puis, 2 portraits de Donald Trump. Évidemment, il s'est pas oublié puisqu'il a été élu 2 fois, une fois en 2016 et une fois en 2024, comme on sait. Et donc, on arrive au moment Biden, et puis voilà, il y a la machine à signer. C'est pas très sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est Donald Trump. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est selon. Mais évidemment, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il est totalement brut de décoffrage, monsieur le président américain.